Kiteri Kaz est archéologue de formation, professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Chantal Freyss, elle, est historienne et conservatrice du Centre d'art roman de Moissac. Elles présentaient toutes les deux, mercredi 17 mai 2023, à la librairie Ombre Blanche, leur ouvrage « Le cloître et le portail de Moissac », chef-d'œuvre de l'art roman aux éditions Sud-Ouest. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus tellement nombreux pour qu'on parle un petit peu, qu'on échange autour de ce livre sur le cloître et le portail de Moissac que vous avez vu à l'entrée. Alors, juste pour vous dire comment on va procéder, nous sommes donc deux autrices, Chantal Freyss et moi. Et puis, nous avons le plaisir, en fait, d'avoir deux intervieweurs et intervieweuses qui sont deux étudiants en histoire de l'art et archéologie de l'université et qui sont des piliers de l'association universitaire Contraste, qui est une association très active dans le domaine de l'histoire de l'art, surtout, qui font plein de choses. Alors, je vous fais circuler un petit flyer. Et donc, vous avez Julie Malsan, qui est en 3e année, et Émeric Rigaud, qui est en fin de thèse, on va dire. Voilà. Et donc, on a évidemment, j'ai forcément beaucoup d'attachement à l'université où je travaille et où j'enseigne. Et donc, je trouve que c'était intéressant d'avoir le regard de jeunes sur le travail de, disons, plus âgés. Et donc voilà, du coup, c'est eux qui vont commencer à parler. Alors, ma première question, c'est pourquoi faire ce livre après la première édition qui était de 2001 ? Pourquoi renouveler en fait une édition qui était déjà existante ? Alors, le premier livre que vous évoquez, en fait, n'était pas la première édition de celui-ci, mais c'était quelque chose, effectivement, de tout à fait comparable, c'est-à-dire que tous les chapiteaux du cloître étaient détaillés, mais la nouveauté, c'est que sur celui-ci, il y a le portail. Ça, c'est quand même un grand apport. Et puis, le pourquoi, c'est que cet ouvrage donc, de Kiteri, ici présenté, Boris Célès, était épuisé depuis plusieurs années, que c'est un besoin notamment à la boutique du monument du cloître. Et puis, donc, ce premier ouvrage épuisé. Et puis, en 20 ans, vous pouvez l'imaginer, que de nouveaux apports sont venus enrichir la connaissance de ce grand monument et qu'il fallait, à un moment donné, dans une synthèse, faire état de ces nouvelles données. Et puis, on a eu une chance absolument incroyable. C'est qu'il y a 6 ou 7 ans, nous avons été contactés par Ute Derks, une Allemande qui travaille à l'Institut Max Planck de Florence, l'Institut d'histoire de l'art allemand de Florence, qui nous a contactés, Chantal et moi, parce que cet institut était en train de développer un programme extraordinaire auquel vous pouvez avoir accès sur les grands cloîtres historiés de l'époque romane. Et il faisait un site internet qui s'appelle Cenobium, Cenobium, Cenobium. Et vous pouvez sur ce site voir toutes les photos des chapiteaux de tous les grands cloîtres romans sous toutes leurs faces avec une explication, etc. Et donc cet institut a envoyé 3 personnes, 2 photographes et une technicienne informatique qui ont passé 3 semaines à faire toutes les photos dans le cloître de Moissac. Et Chantal et moi, alors vous irez voir sur le site Cenobium, vous pouvez zoomer
vous pouvez avoir en plein écran une image un petit carré de 2 cm sur 2 des chapiteaux, et c'est encore net, c'est extraordinaire comme photo. Et donc Chantal et moi, nous leur avons fait les petites notices pour accompagner le site, qui sont traduites dans toutes les langues. Et en échange, ils nous ont donné les photos du cloître pour le publier. Alors c'est comme ça qu'on a la chance extraordinaire d'avoir les meilleures photos jamais réalisées sur le cloître. Alors évidemment, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait les mêmes photos pour le portail. Mais bon, le portail, elles sont quand même honnêtes. Mais évidemment, les photos du cloître sont magnifiques. Donc du coup, on s'est dit là, avec ce don-là, et cette nécessité de faire un livre, voilà, c'est comme ça qu'on a démarré le projet. Et puis on a mis 2 ans, 3 ans. Voilà, parce que c'est du travail quand même. Alors pour compléter la question, à qui s'adresse le livre ? À quoi sert le livre ? Est-ce que c'est un guide de visite qu'on a en main dans le cloître même ? Est-ce qu'on le lit avant ou après ? Comment on utilise ce livre ? Alors je crois que pour l'avoir en main tout au long de la visite, c'est physiquement, ça va être un petit problème. Donc, alors, il y a des guides de visite à l'entrée du monument, évidemment, donc beaucoup plus simple et léger. Mais il y a il y a une partie des visiteurs, il y a certains visiteurs venus de très loin, par exemple, et qui souhaitent, l'expriment de cette façon. Notamment, ils disent souvent partir avec toutes les images du cloître, parce qu'évidemment, leur visite a été trop courte, les a frustrés, et donc ils peuvent, avec cet ouvrage, se replonger dans leurs souvenirs, sans doute. Ils peuvent l'avoir acquis avant pour préparer leur visite. Et il y a un certain nombre d'érudits que ça comble, j'espère. Et puis aussi, alors c'est un livre qui est écrit pour vous. C'est-à-dire vous, le public d'Ombre Blanche, c'est ce qu'on appelle un public cultivé, c'est-à-dire des gens que ça ne fait pas peur, qui arrivent à imaginer qu'on puisse avoir un livre de 240 pages sur un monument de l'époque romane. Et c'est qui ne dit pas tout, mais il faut en laisser pour les générations futures. Et en fait, c'est un livre qui se veut être compréhensible par tous. C'est pas un livre universitaire, il n'y a pas de notes de bas de page, par exemple. Si on parle nécessairement, comme c'est un monument religieux, c'est une abbaye, on parle d'histoires qui sont issues de la Bible, on les rappelle, on ne fait pas comme si c'était connu de tout le monde, donc c'est quelque chose qui est en principe accessible à tous. Enfin, c'est le but. Après, c'est vous qui me direz si on a réussi ou pas. Oui, c'est très important ce que tu dis. Je me refuse dès que c'est possible à employer un vocabulaire hyper technique qui décourage même les publics cultivés. Donc il y a toujours moyen d'expliquer les choses, même avec des mots précis, mais c'est accessible à qui veut bien se lancer dans l'aventure de la lecture. Donc, rentrons un petit peu dans le contenu de ce livre. Comment est-ce que vous vous êtes partagé la rédaction de l'ouvrage ? Est-ce qu'il y avait des affinités par rapport au chapitre ? Est-ce qu'il y avait aussi des affinités par rapport au bâtiment, tout simplement, à certaines parties du bâtiment ? Alors, en fait, on s'est partagé le travail assez naturellement. Parce que il y a 20 ans, quand on avait écrit ce premier livre avec Maurice Célès, j'avais travaillé avec lui sur le cloître. Et on avait terminé ce livre en disant, et c'était une nouveauté à l'époque, que le cloître, il y a 76 chapiteaux qui sont sculptés et des piliers aux angles qui sont sculptés aussi du cloître. Et on avait dit, ça n'est pas qu'une collection d'images qui va depuis la Genèse jusqu'à l'actualité immédiate, en passant par les histoires de saints, etc. Mais c'est pas qu'une collection d'images, c'est une production intellectuelle. Et à ce moment-là, Chantal, qui évidemment, avec qui on avait déjà beaucoup discuté, a repris la balle au bond
Et du coup, elle a travaillé pendant 20 ans, et tu reviendras là-dessus, sur le cloître. Et puis, moi, j'avoue que je n'avais pas envie de reprendre sur le cloître parce que je l'avais déjà fait. Et par contre, ça m'intéressait beaucoup d'attaquer ce monument extraordinaire qu'est le grand portail. Et se plonger dans l'étude du portail, c'est quelque chose d'énorme. Et j'étais intéressée par ce challenge, en fait, par cette nouveauté, pour moi, de plonger vraiment au cœur d'images qui ont été étudiées par d'autres, hein, bien sûr, mais essayer de comprendre ce que je pouvais en dire. Donc on s'est partagé le travail comme ça. Oui, ça s'est fait naturellement, sans grand débat. Et puis les chapitres généraux, ensemble. Voilà. Alors, on a fait un petit jeu des comparaisons avec le livre de 2001. Et dans le livre de 2001, vous parlez beaucoup, entre autres, du style des sculptures du cloître. Et cette partie stylistique, donc sur le style, n'est plus présente, en tout cas beaucoup moins, en 2022-2023, dans le nouveau livre. Alors, pourquoi ? Comment expliquer ça ? Alors ça, c'est un peu la cuisine de l'histoire de l'art. C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Depuis les années 1930, quand on étudie des sculptures, on cherche à caractériser la facture, le style que le sculpteur a mis en œuvre pour sculpter telle chose. Et ça permet de faire des comparaisons. Effectivement, il y a 20 ans, c'est moi qui avais travaillé sur l'étude du style. Et alors, c'est ce qui avait permis de montrer que, d'une part, d'abord, il y avait entre 6 et 8 sculpteurs qui avaient travaillé au cloître. Et ça, on le voit parce que chacun a un peu sa patte personnelle, si on peut dire. Et puis que les sculpteurs les meilleurs, ils venaient de Saint-Cernin-de-Toulouse. Donc, ça avait permis de montrer ça. Bon, une fois que c'est montré, c'est montré. Je veux dire, quand c'est dit, c'est dit. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que depuis 20 ans, l'histoire de l'art a changé, mais d'une manière impressionnante. C'est-à-dire que maintenant, on ne se pose plus la question que nos prédécesseurs ont vraiment travaillé, celle du style, de la facture, des relations comme ça entre les chantiers. On essaye de comprendre. En fait, ce que la génération des années 2000 et après a mis vraiment au jour, c'est que on s'est rendu compte, progressivement et collectivement, que la sculpture, surtout à l'époque romane, n'est pas l'illustration d'un texte sacré, c'est pas une Bible pour les illettrés, comme on a tendance à le penser, mais qu'en fait, la sculpture, elle est utilisée pour exprimer un discours, une pensée. Une pensée, c'est-à-dire que ça peut être la résultante de la compilation de quelques textes auxquels le commanditaire, celui qui passe commande au sculpteur, ajoute un détail qui pour lui fait sens. Et donc, depuis une vingtaine d'années, les études s'orientent vraiment sur cet aspect-là des choses. En fait, la sculpture, pour quoi dire ? C'est ça qu'on cherche à comprendre. Et donc, du coup, on a jugé que travailler sur le style, ça n'avait plus de raison d'être. Et pour nous, c'est bien plus amusant et intéressant d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils vous ont voulu dire avec tout ça ? Oui, en effet, les palmettes qui tournent à gauche ou à droite, bon, si on est à peu près... pardon, j'exagère beaucoup. Oui, alors à la limite, en tant que... Donc je vous ai dit que j'ai passé ma carrière à Moissac. Je finissais presque par être, en tout cas titillée par cette constante qui était... Mais finalement, à Moissac, en tout cas, en 1100, puisque c'est la date de réalisation, hein, si c'est 1105, c'est pas grave. Il n'était pas encore capable de produire un programme. Alors ce mot, il est pas très joli, mais en fait, une pensée cohérente traduite par la sculpture et surtout le cloître. Donc en gros, l'idée, c'était bien ces sculpteurs qui sont venus, alors peut-être avec le commanditaire, enfin...
sur ce chapiteau, il parle d'Abraham, et puis on va voir la résurrection de Lazare, mais tout ça se fait, excusez, mais au doigt mouillé, ou ce qu'ils savent faire. Voilà. En tout cas, l'idée de discours cohérent n'était pas acceptée, avec des a priori, parce que je me souviens d'un professeur d'histoire de l'art suisse qui avait dit est-il interdit de produire des programmes en 1100. Quitterie vous le disait, l'ouvrage précédent se terminait sur cette... Je crois qu'il y avait même cette belle formule au cloître, une pensée au travail. Et les deux mots sont très, très, très intéressants. Penser au travail. Eh bien, alors, ma formation, qui est plutôt les lettres, donc je suis allée voir les manuscrits conservés. Il y en a vraiment une part significative à la Bibliothèque nationale, des manuscrits produits et illuminés autour de 1100 à Moissac. Alors j'ai regardé, parce que mon professeur bordelais me le demandait, et je cherchais des correspondances entre l'enluminure et la sculpture. Et puis j'ai cherché longtemps, et à un moment, Eureka, je crois m'être rendu compte qu'en réalité, le lien ne se faisait pas entre les images peintes et les images sculptées, mais entre les textes et les images sculptées. Parce que ce qu'il se passait, c'était que sur ces chapiteaux, on avait en images, en 3D, cette volonté, cette obstination à commenter ce que dit l'Écriture sainte, parce que c'était leur occupation à peu près presque permanente et presque... tirer les fils, c'était par exemple voir que les piliers, il y a des piliers aux 4 angles et au milieu de chaque galerie, et bien ces piliers reprenaient à peu près exactement les formules qui encadrent, qui ouvrent les manuscrits dont je vous parle, ces manuscrits de commentaires. Il y a sur un pilier, on va dire, le titre et l'auteur. Ce cloître fait à 1100 par l'abbé Anquetil. Donc, de quoi on va vous parler, qui l'a fait, la date, et puis les apôtres qui sont tout autour du cloître, et je passe des détails. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les autoritates, c'est-à-dire les garants de la vérité, de la rigueur, de la véracité du discours qui va être développé dans le cloître. Et qui mieux que les apôtres, puisque disent-ils, dans les textes, disent-ils, bien sûr, il ne faut rien inventer, hein, ils en disent assez, les apôtres, parce que ce sont eux qui ont physiquement parlé avec le Christ. Donc, pour comprendre le sens de l'écriture, voilà, la chaîne physique très concrète était établie pour que les chapiteaux portent un discours valable. Rédiger un ouvrage pareil sur un bâtiment aussi important que Moissac, bien entendu, c'est très complexe, ça demande un travail sans doute de synthèse. Est-ce qu'il y a du coup des difficultés à rédiger un pareil ouvrage, des frustrations peut-être de choses qu'on ne peut pas aborder, d'éléments qu'on ne peut pas autant développer qu'on le voudrait ? Alors des frustrations, on en a toujours quand on écrit, parce qu'on cherche à rester dans un volume de texte qui soit raisonnable. Alors moi j'ai été un peu frustrée dans ce livre, plus que Chantal, je pense, parce que non, parce qu'en fait les photos étaient tellement belles des chapiteaux que le cloître occupe les 8/10 du livre. Et moi, j'ai travaillé sur le portail, le grand portail, qui est un chef-d'œuvre absolu de la sculpture romane, et qui tient en 20 pages avec des photos en petit, avec tout ça. Alors là, j'étais un peu frustrée parce que j'aurais aimé que ça soit plus démonstratif, en fait, avoir plus de photos, plus d'aération, tout ça. Mais bon, après tout, c'est très bien. L'auteur apprend l'humilité aussi. Ben voilà, hein, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Et voilà. Et puis, bon, ça, c'est le côté un peu matériel des choses. Après,
écrire, c'est toujours un choix. C'est-à-dire que les quelques années et puis les 6 mois très intensifs que j'ai passés à travailler sur le portail notamment, on a envie de dire plein de choses et en fait on cherche quand on écrit à rester à un niveau de discours qui soit compréhensible, c'est-à-dire, enfin pas compréhensible, qui soit égal, c'est-à-dire à la fois donner les résultats de qu'est-ce qui est représenté et à quoi ça sert d'avoir représenté ça. Pourquoi est-ce qu'on a représenté des passages de la Jérusalem céleste? Et pourquoi est-ce qu'on a représenté aussi la Vierge avec les mages et l'enfant? C'est-à-dire, c'est la promesse du salut qui se fait par l'incarnation du Christ. Et pourquoi on a représenté des péchés et l'enfer promis aux pécheurs? C'est évidemment une incitation à passer les portes qui sont gardées dans le portail par Pierre et Paul d'un côté, le Nouveau Testament, et Jérémie, Isaïe de l'autre, l'Ancien Testament, etc. Il y a toute une série de choses comme ça. Et en fait, s'ils font ce grand portail, c'est toute la tour porche, en fait. Il y a une tour avec une salle au rez-de-chaussée, une salle au premier étage, et ils matérialisent la Jérusalem céleste, à la fois par l'architecture et par le décor sculpté. Alors, montrer ça, c'est évidemment avec toutes les nuances qui ont été choisies par les moines, par l'abbé peut-être, dans ces... le montrer en 20 pages, ça suppose de faire des choix, mais ce sont des choix qui sont formidables à faire parce qu'on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme idée? Qu'est-ce qu'on veut faire ressentir? Qu'est-ce qu'on veut donner comme explication? Et puis quel enthousiasme aussi on veut partager en fait de ce monument tellement extraordinaire. Donc c'est à la fois frustrant parce qu'on voudrait en dire plus. J'ai pas parlé de petites sculptures qui sont passionnantes, mais il y a des moments où il faut arrêter. Et puis en même temps, c'est quand même il n'y a pas que des frustrations, c'est arriver à écrire ça et arriver à faire partager des choses comme ça. Je trouve que c'est une chance extraordinaire. Donc moi, je me régale de le faire. Je sais pas, t'es frustrée, toi? Non, j'ai honte par rapport au portail, c'est vrai. La contrainte est créatrice. Et c'est pas qu'une plaisanterie, tu le sais. Enfin, quand il faut poser le mot ou la phrase et qu'on sait que ça sera là ou la dernière, ou enfin que c'est limité, eh ben ça oblige à aller à l'essentiel, ce qui est parfois essentiel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un plaisir, mais nombre d'entre vous ici le savez, c'est que ce plaisir de chercher le mot, l'expression, quand on arrive à traduire vraiment ce qu'on a envie de dire, c'est un grand bonheur en fait, l'écriture. C'est dur, mais Émeric qui écrit sa thèse en ce moment, il le sait. Tous les jours, il l'expérimente. Alors, malgré les difficultés, justement, je confirme, de l'écriture, comment on fait pour renouveler le propos sur un monument aussi connu, aussi monstrueux, entre guillemets, que Moissac? Comment renouveler, comment actualiser le propos? Et puis une autre question subsidiaire, qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau sur Moissac? Quoi de neuf sur Moissac en 2023? Alors, comment renouveler? On travaille. Il n'y a pas de secret. Je prendrai la suite. Je parle trop aussi. Oui, tu as bien raison. On travaille. D'abord, on travaille comme des universitaires, c'est-à-dire qu'on fait le tour de la bibliographie quand même. Voilà. Et puis, on travaille et on observe. Et on observe, j'allais dire sérieusement, mais on ne croit pas qu'on sait déjà. On va revoir tout le temps. Et du coup, les liens se font. Et quelquefois, juste ces liens d'observation
font germer l'idée qui va emmener vers ce nouveau. Écoutez, je crois l'avoir amorcé à travers des articles, des cahiers de civilisation. J'avais intitulé l'un d'eux « Le cloître de Moissac a-t-il un programme ?» Malgré des dénégations de gens importants, eh bien, je me suis obstinée et je pense là que j'ai été servie par pas vous raconter ma vie, mais j'ai fait des études de lettres d'abord qui m'ont permis, je crois l'avoir déjà dit, d'aller explorer les manuscrits produits aux mêmes époques, entre le XIe et le XIIe siècle à Moissac, et que cette omniprésence de commentaires sur l'écriture sainte m'ont fait penser qu'il devait s'agir pour eux de quelque chose de vraiment essentiel. Et ensuite, il faut travailler, oui, c'est-à-dire qu'au lieu de... Alors, il y a de très jolies images, quelquefois elles sont passionnantes, quelquefois c'est de jolies enluminures mignonnes, c'est joli, donc faut lire les textes, Et là, on apprend que pour eux, il était essentiel, je dis bien, non pas d'être comme... c'est la philosophie arabe qui parle des littéralistes bornés. Quand j'ai trouvé le... Donc il ne s'agit pas, bien sûr qu'il s'agit de croire que il y a eu le sacrifice d'Abraham, ces faits se sont produits, mais ce qui est essentiel pour un chrétien, c'est de comprendre derrière la lettre du texte quel est l'esprit du texte. Et là, on va vers le commentaire. Alors ça veut dire que toutes ces scènes sont des métaphores, que les scènes de l'Ancien Testament déclinent en fait toutes les caractéristiques de la nature du Christ, que les saints dont on va exposer le martyre donc après le Christ, eh bien, c'est du mimétisme, du christomimétisme, et donc on arrive à... On dit, mais en fait, les scènes ne se succèdent pas chronologiquement dans le cloître. Mais ça n'a aucune importance, puisqu'en fait, le sens de chacune des scènes, et ça, les piliers l'ont assuré, l'ont garanti, le sens de chacun des chapiteaux, c'est le Christ. Donc, ce n'est pas la peine de mettre dans l'ordre des choses qui sont égales. Voilà. Pour le portail, bien sûr, j'ai lu ce qu'ont écrit tous mes prédécesseurs, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais j'ai passé des heures et des heures devant à regarder. Et puis, il y a une chose, alors le portail, on l'a toujours dit, c'est notamment le tympan, fait référence à des scènes des textes, une partie du texte de l'Apocalypse. Et alors je l'ai expliqué en cours combien de fois le tympan, et puis cette vision de l'Apocalypse, et je vis un trône, et sur ce trône était quelqu'un, etc., etc. Et puis, en fait, il m'est venu l'idée que ça serait intéressant de lire toute l'Apocalypse pour voir. Et ça prend pas beaucoup de temps, en fait, ça prend 2 heures, 3 heures. Et je me suis rendu compte que c'était dans le portail, il y avait beaucoup plus que ce petit passage de l'Apocalypse qu'on citait tout le temps. Mais qu'en fait, alors l'Apocalypse, en fait, il y a 3 temps. Il y a la vision de l'apparition du Dieu, il y a du Christ Dieu, il y a tous les malheurs qui s'abattent sur le monde. Et puis à la fin, il y a la vision de la Jérusalem céleste. Et en fait, on faisait plutôt référence à ce qui se passe au début, alors qu'en fait, ce qui est contenu dans le tympan, c'est vraiment la vision de la Jérusalem céleste. Alors évidemment, ça, je l'ai compris qu'à la fin. Il m'a fallu des mois de travail, d'observation, de regarder, de voir ce qui était... Ce qui est intéressant, c'est que dans cette sculpture romane, les gens qui ont eu l'idée, ils mettent des scènes qu'on peut identifier une par une, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi telle et telle scène. Comment le « et » est important.
pourquoi est-ce qu'on a associé telle chose à telle autre. Et en fait, c'est l'association des deux qui permet de rentrer un peu dans la pensée des commanditaires. Et du coup, c'est un peu ça qu'on cherche à savoir. Donc, voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus... Je vais rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus matériel. Vous parlez dès l'introduction de l'état de conservation des sculptures et des chapiteaux. Est-ce que pour vous, c'était quelque chose de primordial d'en parler ? Parce que vous étiez conservateur. Donc, est-ce que c'était quelque chose d'important d'aborder ça, l'état de conservation de ces chapiteaux, de ces sculptures ? En effet, parce que, bon, si on écrit un livre, si on s'intéresse tellement, si on se passionne pour ces choses-là, on ne peut qu'y être attaché et on serait bien ingrat de pas penser à cette réalité même. Or, la conservation est un vrai enjeu. Moissac est un magnifique monument. Comment c'était l'émission Chef-d'œuvre en péril? Écoutez, voilà, hein, c'est les blessures s'approfondissent, les colloques se déroulent, se succèdent, les mairies aussi, mais bon, voilà. Et le danger est présent, voire s'accélère. Je suis très inquiète. Je suis très inquiète. Je ne l'ai pas toujours été, je suis très inquiète. Et c'est pour... si vous allez à Moissac, là, dans les temps qui viennent, quand on regarde de près, c'est affolant. Bon, les chapiteaux du cloître, ça fait longtemps qu'on voit que l'épiderme a en partie disparu et en fait, il commence à fondre. Mais à fondre. Et parce que c'est très humide, parce qu'il y a un très beau cèdre, mais qui entretient une humidité extraordinaire, parce qu'on n'a pas fait de drain, parce que, etc. Et d'ailleurs, depuis quelques années que les photos ont été prises, on a déposé 1 ou 2 chapiteaux qui menacent ruine. Donc, ça y est, je veux dire. Ouais, et le portail, c'est pareil, quand on regarde de près, l'extraordinaire prophète Jérémie, là, ça y est, l'épiderme commence à fondre. C'est-à-dire, vous avez quand le sculpteur sculpte la pierre, il y a une surface donc qui est bien lissée, poncée, enfin oui c'est ça, lissée qui se renforce avec le temps. Et si cette pellicule de surface vient à se briser pour une raison ou pour une autre, alors la pierre est attaquée et commence à fondre. Et quand on regarde le portail qui est plein d'humidité, avec les pigeons dessus, qui évidemment ont de l'acidité, etc., enfin ont des déjections acides, qui attaquent la pierre, enfin... Mais on est là au bord d'un drame. Et alors, c'est tellement compliqué de restaurer la sculpture sur pierre que ça fait 40 ans qu'on se demande comment faire. Et ça fait 40 ans qu'on n'arrive pas à prendre de décision, en réalité. Alors qu'un jour, on va être obligé de faire comme le cloître de Tudel. À Tudel, ils ont fait ça, en Espagne, là, le très, très beau cloître roman qui était en danger de mourir complètement. Ils ont couvert le cloître. Voilà. Ils en ont fait, ils l'ont séparé du milieu ambiant pour avoir une hygrométrie constante, etc. Sinon, on perd tout ça. Alors, c'est une vraie responsabilité pour nous, aujourd'hui, d'attirer l'attention sur le fait que ces chefs-d'œuvre ne sont pas éternels. C'est-à-dire qu'à Moissac, dans 50 ans, si on ne fait rien, il n'y aura plus rien. Voilà. Bon, courage, on va y arriver. Enfin, je ne veux pas plomber l'ambiance comme ça. Alors, on va revenir à des choses plus joyeuses. Sur la conception même du livre. Donc, le livre traite du cloître et du portail. Et en soi, vous auriez très bien pu faire 2 livres différents, un sur le cloître, un sur le portail. Donc, pourquoi avoir choisi quand même de les étudier en même temps? Alors, en fait, on s'est rendu compte d'une chose formidable qu'on n'avait pas encore vraiment formulée.
c'est que, en fait, la réalisation du cloître, donc des piliers aux angles et au milieu de chaque galerie, 76 chapiteaux, c'est bien, il y a une grande inscription qui dit « Ce cloître a été fait l'an 1100 de l'incarnation du Seigneur par l'abbé Anquetil. » Voilà. Amen. Le portail, il est beaucoup plus difficile à dater, mais il est probablement à dater dans les années 1115, 1130, disons 1120. Mettons une génération après. Donc on fait en 1100, on fait le cloître, et le temps de le faire, de construire, etc. Une petite génération après, le portail est fait. Et on s'est rendu compte d'une chose qui est absolument fascinante, c'est que le cloître et le portail tiennent deux discours complètement différents parce qu'ils s'adressent à deux publics complètement différents. Le cloître, c'est un discours qui s'adresse aux moines, aux bénédictins, sont des spécialistes des textes religieux, ils baignent là-dedans toute la journée, c'est leur monde. Alors que la sculpture du portail, elle s'adresse aux passants, aux gens qui sont extérieurs. Et là, l'abbé commanditaire, ou je sais pas, ou les trois intellectuels qui ont discuté pendant des années pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient représenter exactement, ils affichent, en fait c'est le but du portail, ils affichent leur vision du monde, ils affichent comment ils se présentent au monde, comment ils représentent le monde. Et en fait, c'est vraiment intéressant de travailler les deux, enfin de présenter les deux en même temps, parce qu'on se rend compte d'une chose qui est pour nous assez étonnante, parce qu'on a l'impression que nous, en tant que personnes du XXIe siècle, on baigne dans l'image toute la journée, on a une familiarité avec l'usage des images, et on a un peu du mal à imaginer que c'était la même chose en 1100, 1120. Eh bien, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on avait vraiment conscience de l'impact de l'image. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Chantal a étudié un manuscrit des années 1030 qui dit que, tu as la citation exacte, qui dit que ce qu'un discours raconte, une image le rend présent vivant. Le mot, c'est présent vivant. Et je crois qu'il y a une sorte d'histoire particulière d'amour quand même entre Moissac et les images. C'est quand même quelque chose qui semble venir de loin, donc 1030, 1100. On a cette déclaration. Il n'était pas obligé, il recopiait un manuscrit. Bon, bref. Il y a deux reprises cette déclaration. Comment on dit, un dessin. On dit ça de façon. Un dessin parle mieux qu'un discours. Donc ils étaient déjà. Donc un discours pour les moines, un discours pour les passants. C'est une des choses, enfin je trouve intéressantes sur lesquelles auxquelles on a abouti à la fin. Et pourquoi mettre les deux dans le même livre ? Est-ce que les deux sont liés ou... Oui, parce qu'en fait, ce sont les mêmes qui pensent. Et en fait, ils pensent, il y a une unité. Et en fait, bon, ce qu'il y a aussi, c'est que le portail est une œuvre tellement exceptionnelle et le cloître est une œuvre tellement exceptionnelle que quand on peut faire un livre exceptionnel, c'est franchement dommage de ne pas les mettre ensemble. Enfin, ces abbés étaient Prodomo, l'abbé d'un monastère, à ces époques-là, plus tard, c'est autre chose, et co-seigneur de la ville de Moissac. Le portail donne sur la place, on sait que ça a toujours été la place, enfin oui, ça a été la place du bourg, ça l'est plus maintenant, mais c'était la place du bourg, et la commune même était pratiquement en face. Donc il tenait aussi par ces deux discours qu'ils tenaient à la fois, en fait, leurs deux, je ne vais pas dire leurs casquettes quand même, non, leurs deux mitres. Seigneur abbé et seigneur pas laïque,
mais seigneur féodal, en toute, c'était très important pour eux à l'époque. Qui dit nouvel ouvrage dit nouvelle recherche, vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que vous avez fait des découvertes dans vos recherches que vous avez intégrées à votre manuscrit ? Alors, moi, je commence. Moi, j'ai fait une découverte qui m'a fascinée. Sur le côté gauche du portail, il y a la représentation de la mort du mauvais riche et du pauvre Lazare, le mauvais riche qui a refusé de donner des miettes de son repas au pauvre Lazare. Et bien sûr, Lazare va au ciel et le mauvais riche va en enfer, c'est normal. Et on représente donc la mort du riche et on représente le riche et sa femme en enfer. Alors, ça, je vous recommande, quand vous irez à Moissac, d'aller regarder de près l'enfer. Ça, c'est une des choses que je regrette de ne pas avoir développé davantage, par manque de place. Mais la représentation de l'enfer qui est très noire, très crasseuse, et enfin, c'est difficile. Mais c'est un enfer halluciné. Je ne dis pas hallucinant, c'est un enfer halluciné. Et dessous, il y avait des représentations de personnages avec des diables, et puis d'une femme qu'on dit luxurieuse, avec les seins mordus par des serpents et le sexe par un crapaud. Enfin... Et on disait, ce sont les châtiments du mauvais riche et de sa femme. Et en fait, en regardant un petit peu, non, parce que c'est dit déjà à l'étage au-dessus. Et en fait, en regardant de près ces sculptures qui sont très usées, on se rend compte qu'il y a un seigneur avec la bourse de l'avare et à côté un probable abbé qui sont avec des démons qui sont au-dessus d'eux, dont un absolument magnifique, un démon qui a une tête de bande dessinée, qui est formidable. Et puis, à côté, on a donc cette femme. Et probablement s'agit-il de la dénonciation de ce qui est considéré comme hérétique dans ces années 1100. C'est la dénonciation de la simonie, c'est-à-dire des gens qui soient laïcs ou ecclésiastiques qui trafiquent des biens d'église, et l'autre hérésie qui est celle du moment, qui est ce qu'on appelle le nicolaïsme, plus exactement, comme on dit élégamment, le commerce charnel des prêtres. C'est le moment où on commence à interdire en fait le concubinage des prêtres, et le moment où, par contre-coup, on crée le mariage des fidèles. Enfin, ça se met en place à ce moment-là. Et donc, il y a la dénonciation de cela. Et donc, ça fait partie du discours que les moines de Moissac disent « Ah, nous, on n'est ni simoniaque, ni nicolaïte, on est comme il faut, on est avec les vieillards qui sont de l'Apocalypse, qui sont représentés, qui chantent la louange éternelle du Seigneur, et vous-même, passant, vous pouvez vous associer à cette louange éternelle. » Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris, et que voilà, j'ai l'impression d'avoir compris. Et je trouvais ça amusant, bien sûr, quand on trouve quelque chose, et puis que ça fonctionne et que c'est convaincant, alors du coup, on est content, quoi. En effet, et merci d'avoir écouté, m'a permis quelque chose que je voudrais continuer à explorer, c'est que, alors je crois qu'on dit apologétique, ok, c'est que ce cloître également, c'est une arme anti-hérétique. Par exemple, tu évoquais le nicolaïsme, et notamment disséminé dans le cloître, il y a une sorte d'apologie des sacrements, du baptême, du mariage. Or, on sait de mieux en mieux, voilà pourquoi il fallait écrire quelque chose 20 ans après, c'est qu'on sait de mieux en mieux que, alors, l'hérésie cathare, ouais, mais l'hérésie cathare, c'est beaucoup plus tard. Et oui, mais les choses ne tombent pas comme ça d'un coup, d'un seul. Et des travaux d'historiens passionnants ont montré qu'il y avait, moi j'adore ce mot qui rend bien compte de la chose, des mouvements de contre-église particulièrement violents. J'étais ahurie par les textes, la violence des textes, des mouvements de contre-église en Aquitaine. Ça touchait Toulouse. Et je crois que même en 1100, des érudits, les élites intellectuelles et religieuses devaient se préoccuper très sérieusement d'afficher quelle était la doxa
parce qu'elle était chahutée. Et donc ça, je vais commencer à écrire un truc qui s'appelait Le cloître de Moissac n'est pas une œuvre hors de son temps. C'était pas un titre terrible. Je vais en changer. Mais c'est vrai qu'il y a des... Alors d'abord, à Toulouse, dans les années 1050, 1060, 1070, il y a des conciles où on dénonce les clercs fornicateurs et ceux qui vendent et trafiquent les biens d'église. Et il y a des textes des années 1100, 1110 qui sont effectivement d'une violence, mais alors c'est tragique. Hein. Et donc c'est ça qui s'exprime aussi, c'est-à-dire quand je dis dans le portail ou dans la sculpture, on affirme ce qu'on est face au monde et ce qu'on n'est pas face au monde. Et ça fait partie des choses qui sont dites dans ces sculptures. Et donc, dernière question, on va finir sur une touche un peu douce amère. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à la rédaction de ce livre ? Je veux dire, quand on s'attaque à des monuments pareils, on se dit toujours qu'une thèse n'y suffirait pas. Et donc... mais en fait, c'est aussi enfin, notre activité intellectuelle, c'est la recherche. Donc, on sait très bien qu'on pose une réflexion à un moment donné, et puis dans 10 ans ou dans 20 ans, on pensera probablement différemment. Mais c'est normal, en fait. Donc, moi, en fait, j'ai pas de regrets. Je suis contente d'avoir fait ça, en fait. Je suis très contente. Vous évoquiez le style et avec juste raison, vous compariez l'album précédent et celui-ci, où effectivement, je suis tellement intéressée par l'iconographie, c'est une sorte de... Ça finit par être inquiétant. Je regrette de n'avoir peut-être pas, parce qu'il semblerait que ce soit le ressenti, n'avoir pas suffisamment insisté. Mais c'est tellement difficile à faire passer aussi le sentiment esthétique, le rendre compte de la beauté de ces choses-là, qui évidemment, le message n'est jamais dissociable de l'aspect esthétique. Et si peut-être il fallait parler de style différemment, peut-être donc aurait-il fallu insister un peu plus sur la beauté des choses. Oui, alors là, moi qui suis une optimiste fondamentale, moi je dis ça, c'est le rôle de l'image. Et en fait, on a des images magnifiques et on voit sur les images que c'est beau, que c'est sensible. Et c'est là où l'image porte plus loin que le discours. Donc, tu es d'accord avec tes prédécesseurs de l'an 1100 ? Oui, une image vaut mieux qu'un discours. On passe maintenant aux questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? N'hésitez pas, on a un quart d'heure, c'est ça, à peu près pour... Je suis un Moissaguais et j'ai vécu tout à fait près du cloître de Moissac toute mon enfance et on y allait fréquemment pour jouer. Et il y a une légende, est-ce que c'est une légende qui veut que au moment de la construction du chemin de fer de Moissac, il y a eu un remaniement énorme du cloître de Moissac. J'en veux pour preuve que, si c'est une preuve, si toutefois c'est vrai, j'en ai pour preuve qu'il y a eu des démolitions qui ont été faites à l'époque de la construction du cloître de Moissac et des dizaines de chapiteaux à ce moment-là ont été entassés sur la place du Brésilou, derrière le truc, et derrière le cloître, et il y aurait eu... ces pierres ont été mises à disposition de la population de Moissac, et je puis vous affirmer qu'il existe encore de ces chapiteaux dans des fermes autour de Moissac. Il en existe certains, dont un que j'ai vu de mes propres yeux, qui était un chapiteau double, historié, magnifique, et qui servait de pivot à une porte de grange. Voilà. Alors, tout à l'heure, tout à fait dans
dans la discrétion, si j'ose dire, ça sera, je serai très preneuse de l'adresse de l'endroit où se trouve la chose. Mais en fait, il faut bien vous dire que, alors, le cloître n'a pas été touché, mais en revanche, ce qui a été touché, ce sont tous les autres bâtiments de l'abbaye, parce que l'abbaye occupait 1,5 hectare, et il y avait beaucoup d'autres bâtiments, notamment de ces années 1100. Et par exemple, il y a une dizaine d'années, en aménageant le Patu qui est derrière, on a trouvé les fondations de la chapelle mariale de Notre-Dame de l'Amboulari, qui est une chapelle d'un type très spécifiquement clunisien, rattachée à la salle capitulaire. Et on sait qu'il y avait un autre cloître aussi, etc. Donc les chapiteaux ne viennent pas nécessairement que du cloître. Et en fait, la tranchée du chemin de fer, parce que quand même... au départ, je ne sais pas si vous savez, mais le chemin de fer, il devait couper en deux le cloître. Et puis on l'a dévié. En fait, on a détruit que le réfectoire. Bon, c'est pas grave, mais enfin, on n'a pas détruit que le réfectoire, qui était un monument magnifique du XIIIe siècle. Mais on a détruit aussi beaucoup d'autres bâtiments de l'abbaye. Et donc, les chapiteaux, c'est pour ça qu'un jour, il faudrait effectivement pouvoir je crois que Chantal avait commencé avec les éléments lapidaires qu'on a sur place, mais il faudrait pouvoir mener une enquête plus approfondie et plus générale. Donc, toute aide sera la bienvenue pour voir d'où peuvent provenir ces éléments lapidaires. Parce que, par exemple, dans les fouilles de la chapelle de Notre-Dame de l'Amboulari, on a trouvé des plaques sculptées qui sont faites exactement dans le marbre et avec le style du cloître. Donc ce sont les mêmes ateliers qui ont travaillé ailleurs. Ils ont travaillé à la salle capitulaire, ils ont travaillé à d'autres endroits. Donc notre connaissance est toujours très partielle. Et bon, pour ça, évidemment, il faudrait pouvoir faire des fouilles, il faudrait pouvoir mener des enquêtes. Enfin, Moissac, c'est un terrain de recherche encore, je ne dis pas inépuisable, mais qui est encore très large. Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Oui. Quel moyen de pression avez-vous pour la réflexion de ce monument? En fait, quel moyen de pression on a pour la prise en charge du monument sur le plan matériel de sa restauration? Je crois que déjà, nous, on n'a aucun moyen de pression, sinon de dire les choses. Après, le livre, c'est aussi un moyen de pression, c'est-à-dire c'est une manière de dire, bon, rappelez-vous, cette chose incroyable, extraordinaire dans la région existe. Et puis, aussi, je me dis d'une manière, disons, plus collatérale, c'est que ça vaut le coup, si vous rencontrez des gens de la DRAC, de leur dire alors, Moissac, on en est où? Et puis de dire aux Moissagais aussi, et vous demandez à vos édiles, parce que quand même le bâtiment est propriété municipale, qu'est-ce que vous faites pour la préservation du monument? Voilà, je crois que c'est une prise de conscience générale, et sans faire de manifestations ou de choses comme ça, on peut aussi dire, en fait, ça nous intéresse et ça nous concerne, parce que le pire, en fait, dans ces choses-là, c'est l'indifférence. Je prenais le micro pour dire que vous avez devant vous là, la présidente d'une vaste association moissagaise des amis. J'ai fait exprès de donner ce titre désuet pour voilà, c'est un clin d'œil parce que ça fait Moissac, ami de l'ancienne abbaye Moissac. Bon, ça ne fait rire que moi, mais c'est pas grave. Ça fait pas rire le maire. Et donc nous tentons avec nos moyens qui semblent bien dérisoires pour l'instant. C'est vrai que voilà, on peut regretter que, mais c'est le travail qu'on a devant nous de convaincre les Moissagais. Mais voilà, c'est un monument que beaucoup considèrent fait pour le touriste, par conséquent. Mais donc, je préside cette petite association qui régulièrement, tout dernièrement, j'avais porté une lettre en privé à monsieur le maire de Moissac, parce qu'après tout, ne pas oublier que c'est la propriété du maire. Alors, soyons précis, propriété communale. Donc, depuis des changements, ils ont une part importante de responsabilité sur ce qui se fait.
C'est un monument classé, certes, donc l'État intervient, mais il faut savoir que nous ne sommes plus dans les années 60 et que les interventions de l'État, ça n'est plus automatique comme ça l'était. Et donc il faut pousser par la mairie pour que la mairie elle-même pousse. Mais voilà, donc je l'ai menacé d'une lettre ouverte. Nous avons ouvert la lettre. Bon, il n'a pas l'air de... Le tremblement n'est pas évident. On va continuer. Je monopolise la parole un peu. Hein. Je me pose une question. Vous parlez de la conservation de tous ces chapiteaux qui sont en train de fondre. Et ça nous désole tous. Mais est-ce qu'il existe... il existe quand même des technologies extrêmement raffinées, nouvelles, en matière d'informatique et en matière surtout de photogrammétrie, qui permettraient de sauvegarder au moins une trace de l'état actuel des chapiteaux. Je pense qu'un programme de photogrammétrie qui ferait un recensement de tous ces chapiteaux et éventuellement qui permettrait, entre autres, d'en faire des reproductions par de l'impression 3D, par exemple, Par impression 3D, et qui en permettrait... Est-ce qu'il y a un programme qui est prévu de ça? Alors, c'est en fait la numérisation 3D des chapiteaux est fait dans le programme de Cluny. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé déjà. Mais ceci dit, notre responsabilité à nous, c'est de transmettre aux générations futures les originaux. Parce que on ne sait pas comment on pourra interpréter, par exemple, je ne sais pas. Non, je veux dire, chaque génération regarde avec des yeux nouveaux ces œuvres-là. Et ce qui est fondamental, c'est la conservation de l'original. Alors, ce qui est très compliqué dans un monument comme celui-ci, c'est qu'à Moissac, l'abbaye a été construite dans un terrain qui était un milieu humide, qui était, en fait, ce sont des milieux d'une richesse extraordinaire, mais l'abbaye est construite sur un marécage qui a été comblé. Donc, c'est quelque chose qui est complètement pourri d'humidité à la base. Je veux dire, et donc, c'est extrêmement difficile. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de système imparable pour arrêter la fonte ou la destruction de ces sculptures. Mais on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui vont au moins freiner et peut-être arrêter la destruction. Et on ne parle pas de la restauration, parce que ça, on ne peut pas revenir en arrière quand une sculpture est abîmée. Mais donc ça, ce sont des moyens. Alors c'est en train d'être mis en œuvre de façon précautionneuse, mais c'est vrai qu'il faut faire des drains, il faut couper le cèdre qu'il y a dans le cloître, mais là, ça va être... c'est quasiment impossible, tellement le cèdre est emblématique des cartes postales. Mais enfin, on est quand même... Il y a un moment, il faut faire des choix, et il faut choisir l'arbre qui va repousser contre le cloître qui ne repoussera pas. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Ma voisine a encore des choses à dire. Non, je me souviens d'avoir écrit à plusieurs maires que me semblait que les touristes continueraient à venir voir un cloître sans cèdre, mais un cèdre sans cloître, ça me paraissait plus hasardeux. Donc voilà, c'est quelque chose, mais qui est très difficile. Et c'est vrai que ça fait maintenant. Enfin, il y a 40 ans, on avait déjà fait des essais de nettoyage et de dessalement des sculptures. Il y a eu des premiers travaux qui ont été faits dans les années 80. Justement, on a notamment enlevé la circulation, on a abaissé le sol de la place, on a retrouvé l'emmarchement de l'époque romane pour le portail. Donc ça, on l'a fait. Mais après, on n'a pas été beaucoup plus loin. Là, depuis 5-6 ans, les monuments historiques, la ville se sont remis en ordre de bataille pour essayer de repenser un programme. Mais c'est très, très long. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je n'ai jamais osé faire parce que ça me fait peur. C'est il y a 20 ans, on avait fait une campagne photographique complète pour les chapiteaux du cloître et je n'ai pas osé comparer avec la campagne photographique qui vient d'être faite pour voir à quel point
les sculptures s'étaient abîmées, parce que je sais ce que je vais trouver, parce que je l'ai vu en retournant dans le cloître beaucoup. Depuis 20 ans, les chapiteaux se sont mais très profondément abîmés. Et donc, voilà. C'est pire que tout. Il y a une expérience en cours qui est une expérience par des gens, effectivement, auxquels on peut, en tout cas, vous savez, quand on est au Pays du Cœur, on va plutôt chez un cardiologue. Enfin, voilà. C'est notamment un des restaurateurs a travaillé pour récupérer une partie des sculptures de la Major à Marseille. Enfin, il a une certaine expérience. Et il y a donc en cours actuellement, au moment où on vous parle, le dessalement. C'est vraiment le dessalement de 2 de ces chapiteaux déposés qui menaçaient. Et donc, c'est à l'issue de plusieurs bains où, en fait, les sels de nitrite et les sulfates seront dans l'eau. Donc, c'est des bains. Et au bout de cette expérience-là, une suite éventuelle sera envisagée. Les tout derniers échos sont un peu mitigés sur la réussite et le fait qu'on ait vraiment trouvé le bon truc. Alors, il y a aussi une chose, parce que bon, là, on pleure et c'est normal. Hein, je veux dire, il faut être attentif à ça. Mais il y a aussi une chose qui fait un peu rêver, c'est que en regardant le portail donc attentivement, je me suis rendu compte qu'on a une vision très dégradée de ce qu'était l'œuvre hein, au départ, telle qu'elle avait été pensée et imaginée par les moines des années 1120. C'est que la sculpture, c'est une pierre calcaire, d'un très beau calcaire, très fin, très blanc, un peu doré. Alors aujourd'hui, c'est tout noir. Bon. Mais en plus, la sculpture était polychrome. Et ça, en fait, on a monté un échafaudage il y a quoi ? Il y a une trentaine d'années. Sur le portail, on a vu que vraiment, il y avait de la polychromie. Donc, il faut imaginer ce tympan peint complètement. Et puis, en plus, il y a des marbres de différentes couleurs. Il y a toutes les colonnettes en marbre sur les côtés. Donc, en fait, il faut imaginer quelque chose d'absolument kitsch et éblouissant avec de la pierre peinte, des marbres gris, blancs, verts, rosés, etc. Donc, ça devait scintiller de tous les côtés. Et c'est vrai que, bon, peut-être qu'il faudra le faire en imagerie numérique parce qu'on ne retrouvera pas ça. Mais c'est vrai que ça serait vraiment formidablement intéressant de revenir à un peu plus près de l'original que ces gens-là. Parce que quand ils sculptaient dans la pierre, leurs images et leurs idées, ils faisaient ça pour l'éternité. Et par rapport à eux, nous sommes l'éternité. Je veux dire, on est 900 ans après. Donc, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir participer de ce qu'ils avaient voulu pour nous, finalement, et pas simplement ce truc tout noir avec des pigeons partout et des cassures dans tous les sens, mais quelque chose d'un peu plus riant, d'un peu plus gai, d'un peu plus... Parce que, bon, la Jérusalem céleste, quand même, quand vous reprenez l'Apocalypse, je reviens à mes... elle resplendit de couleurs. Elle est faite avec des pierres précieuses, avec des jaspes, avec des saphirs, avec des émeraudes, avec des rubis, etc. Et nous, on voit un truc tout noir. Alors j'aimerais bien qu'on retrouve un peu ce côté Jérusalem céleste. Mais bon, on fait de l'histoire de l'art. C'est parce qu'on rêve aussi. On se projette dans le passé et puis on essaye aussi de se projeter dans l'avenir. Alors, comment dire, il y a aussi des professionnels de la profession dans ce genre de choses. Donc, et puis, bon, Stéphane Bern, il s'occupe de petits patrimoines. Lui, c'est pas un professionnel, mais par contre, bon, l'État a ici un des monuments majeurs de la France. C'est quand même, quand on fait la première liste des monuments historiques, c'est-à-dire la liste des monuments pour lesquels l'État va donner des sous, il y a 1000 monuments en 1840, et Moissac est dedans, bien sûr. Donc ça fait partie quand même des priorités absolues. Parce que... Non, parce qu'en fait, tous les
depuis la loi de 1905, toutes les églises appartiennent aux communes, sauf les cathédrales qui appartiennent à l'État. Par contre, l'État, dans certains cas, peut se substituer si la commune est défaillante. Ah non, c'est pas une question de moyens, parce que il faut bien se rendre compte que quand une commune fait ce type de travaux, elle est hyper subventionnée par l'État, par la région, par la communauté de communes, par tout ça. Donc, si vous voulez, ça c'est pas. Par contre, ce sont des choses. Il faut, on peut jouer sur les mots en disant ah oui, on a demandé. Non, il faut pas demander, il faut insister. Voilà, tout est dans la nuance. Voilà comment une assemblée d'historiens de l'art amateur se transforme en révolutionnaire. Merci. Vous permettrez à un ancien conservateur d'intervenir sur la question de la conservation du cloître de Moissac. Et je voudrais faire un parallèle qu'on ne fait généralement jamais entre cet ensemble lapidaire, appelons-le ainsi, in situ, fort heureusement, de Moissac, et les collections lapidaires tout aussi riches et importantes du musée des Augustins de Toulouse, où j'ai pu travailler au cours de ma carrière pendant une dizaine d'années. Eh bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, peu de Toulousains le savent, mais les collections lapidaires du musée des Augustins, qu'elles soient romanes, gothiques ou plus tardives, étaient dans le même état que celles de Moissac. Pourquoi ? Parce que le cloître des Augustins, que vous connaissez tous, est à l'air libre. En plus, on s'est rendu compte dans les années 60 que ce cloître se trouvait au cœur même de Toulouse, et des analyses ont été faites, chimiques, qui ont prouvé que c'était en plus le lieu le plus pollué de Toulouse, par le chauffage urbain, par la circulation des bus. Imaginez les centaines de bus qui se croisaient entre la rue de Metz et la rue Alsace-Lorraine, justement au musée des Augustins. Alors, qu'est-ce qu'il a été décidé ? Et plus rapidement qu'à Moissac, c'est ça qui me choque profondément. On est là dans les années 60, dans les années 60, mettons début des années 70. Eh bien, tout le monde s'est mis d'accord. La commune, l'État, les historiens de l'art, les conservateurs, les restaurateurs. La première chose à faire, c'est de mettre tout ça au sec et à l'abri de la pollution. Donc, je crois qu'à Moissac, il ne faut plus tergiverser. On ne peut pas attendre encore 40 ans. Il faut mettre tout ça au sec, à l'abri, dans une atmosphère qui soit contrôlée du point de vue de l'humidité, de la température et d'une éventuelle pollution. À mon avis, à Moissac, elle est moins importante qu'à Toulouse. Donc, je vous avoue que je ne comprends pas, je ne comprends plus pourquoi on tarde autant à Moissac. On n'est pas là encore au stade de la présentation des choses. Comment va-t-on les présenter au public ? Mais il faut d'abord les sauver. Et là, il y a vraiment une urgence. Et je crois qu'il faudrait faire effectivement ce qui a été fait à Toulouse. Parce que les collections de sculptures romanes ou les magnifiques statues de la chapelle de Rieux ont réchappé au même péril en faisant ce que je vous dis. Vous avez d'autres questions ? Merci. C'est une question à l'intervenant précédent. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous, cela implique de remplacer les sculptures in situ par des copies ? Ou est-ce que cela implique une architecture de sauvegarde autour du site ? Mon épouse a évoqué tout à l'heure l'exemple de Tudela en Espagne, où là, on a enveloppé le cloître, si vous voulez, dans une architecture. En fait, c'est du verre,
Et à l'intérieur, on a pu créer ce climat dont je viens de parler, qui assèche les sculptures, les colonnes, les bases et même la structure du cloître. On pourrait certainement faire ça à Moissac. Hein. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire une chose comme ça. Mais il y a une solution bis qui consisterait peut-être à démonter, à mettre au sec, et puis ensuite voir comment représenter les choses. Mais j'insiste, enfin à mon avis, il y a une urgence. Il faut sauver. Très vite, on ne peut plus attendre davantage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, il y a d'autres expériences, par exemple à Ripoll, dans la grande abbaye catalane côté sud de Ripoll, il y a un très grand portail sculpté très très important, et on a fait un porche fermé, et en fait on a stabilisé, parce qu'on avait le même problème d'usure, et on a stabilisé en fait l'état du portail de Ripoll, qui est un monument de l'histoire de l'art aussi, mais en fait, je pense que là, au stade où on en est, il faut effectivement protéger. Alors après, on peut discuter in situ ou démonter, mais si on rentre dans le problème du démontage des sculptures, alors on va avoir des séries on va avoir des levées de boucliers et qui sont assez, compréhensibles, parce que ces sculptures ont du sens sur place, à la place où elles sont. Mais ça veut dire qu'effectivement, peut-être il faut couvrir le cloître, il faut effectivement couper le cèdre, il faut peut-être faire une grande structure en verre qui protège le portail pour éviter l'érosion éolienne, etc., etc. Il y a des moments où on va ça fait 40 ans qu'on attend pour restaurer, alors peut-être qu'on est amené à aller un peu plus loin que ce qu'on aurait imaginé il y a 40 ans si on avait fait quelque chose dans les temps. Je ne sais pas si vous ou tu avez assisté au colloque qui s'est tenu à Moissac sur tous ces problèmes de conservation. Beaucoup de monde ont été réunis. Il y a eu une publication. Ça devait être, une étape importante qui allait ouvrir vers des solutions. Et je crois qu'on est bien 5 ans après. Et ce qu'on entend, c'est attendons encore un peu. Et j'ai entendu en coulisses des choses comme d'abord ne pas nuire, et donc ne pas toucher et renvoyer, je ne sais pas, à la génération suivante. C'est problématique. Voilà, débat sans fin. Mais bon, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait conscience de ces problèmes-là. Mais voilà, ce sont des problèmes qui se posent partout. Et je vous remercie de vos réactions à toutes et tous, parce qu'en fait, c'est le pire dans ces cas-là, c'est l'indifférence. Bon, cher public, on va peut-être arrêter là. Merci à vous vraiment d'être venus. Il s'agissait de Kitty Ricaz et de Chantal Freys, co-autrice de l'ouvrage « Le cloître et le portail de Moissac, chef-d'œuvre de l'art roman » chez Sud-Ouest Éditions, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 17 mai 2023. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.